Après les keynésiens, il y a ce qu'on appelle les néo-keynésiens, ou bien ce qu'on appelle aussi synthèse néoclassique. Cette école a essayé de combiner entre l'école néoclassique et l'école keynésienne, en reformulant à la manière des néoclassiques les idées de Keynes. Cette école est très connue par ce qu'on appelle le modèle ISLM. Le modèle ISLM, c'est une sorte de reformulation néoclassique de l'analyse de Keynes, de l'analyse macroéconomique. Et les auteurs qui ont contribué à cette reformulation, John Hicks, c'est un économiste britannique, il a reçu un prix Nobel en 1972. C'est un économiste qui donne beaucoup d'importance aux mathématiques dans l'analyse économique, et c'est un économiste qu'on considère comme le premier économiste dans le courant néo-keynésien. Le deuxième économiste, c'est Alvin Hansen. C'est un économiste américain, professeur d'économie politique à Harvard, et il est considéré comme un acteur majeur des politiques économiques mises en place à l'époque par les États-Unis. On va revenir à notre modèle ISLM pour découvrir ce que ça veut dire ISLM. Tout d'abord, dans ce modèle, on implique l'équilibre dans deux marchés en même temps. Vous avez le marché des biens et services représenté par IS. I, c'est l'investissement, et S, c'est l'épargne. L'équilibre dans ce marché est représenté par l'égalité entre l'investissement et l'épargne, comme nous avons vu précédemment. Et LM représente l'équilibre sur le marché de la monnaie. Et pour Keynes, la monnaie n'est pas simplement un moyen d'échange, ça représente un bien comme un autre en économie. En fait, ce modèle ISLM peut se représenter graphiquement de la manière suivante. Vous avez sur l'axe des abscisses toujours le revenu national, Y, et l'axe des ordonnées représente le taux d'intérêt. IS, ça représente une fonction décroissante, et LM, une fonction croissante du taux d'intérêt par rapport au revenu national. On verra pourquoi. Et la rencontre entre les deux courbes IS et LM représente un point d'équilibre qui donne un taux d'intérêt d'équilibre et un niveau de production d'équilibre. Ce qu'il faut comprendre pour le moment, c'est que tous les points qui se trouvent sur cette courbe IS, ça représente des points d'équilibre sur le marché des biens et services. Et tous les points qui se trouvent sur cette courbe LM représentent des points d'équilibre de la demande de monnaie et d'offre de monnaie qui se trouvent dans un marché monétaire d'équilibre. Et l'interaction entre les deux courbes donne un point d'équilibre sur les deux marchés, à savoir celui des biens et services représenté par IS et celui de la monnaie représenté par la courbe LM. Vous avez constaté que dans cette présentation, on n'a pas les prix. On ne représente pas le niveau général des prix. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans cette analyse ISLM, on considère que les prix sont stables. Si je reviens à mon schéma ici ASAD, je vais le nettoyer un petit peu. En fait, l'analyse ISLM concerne uniquement cette partie-là de sous-emploi. Dans cette partie-là, même si on augmente la production ici, Y, même si ça augmente, on reste toujours avec un même prix d'équilibre qui ne change pas. Donc, dans l'analyse ISLM, on est dans une analyse de court terme et dans une économie de sous-emploi où les prix ne changent pas si on relance la demande globale, que ce soit par la politique monétaire ou la politique budgétaire. La dernière fois, je vous avais présenté globalement le modèle ISLM. Maintenant, je vais vous expliquer en détail de quoi est constitué ce modèle. On va commencer d'abord par la courbe IS et on va voir pourquoi cette courbe est décroissante de cette manière. Je vous rappelle que IS représente l'ensemble des points d'équilibre entre l'offre globale et la demande globale dans une économie en sous-emploi. L'offre globale est représentée par Y, notre revenu national ou bien notre PIB, le produit intérieur brut, et la demande globale, c'est celle exprimée par les différents agents économiques. Vous avez les ménages consomment, les entreprises investissent et l'État engage des dépenses publiques. Dans cette analyse, on ne va pas prendre en compte l'agent économique reste du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exportation et il n'y a pas d'importation, c'est-à-dire qu'on est dans une économie fermée. Pour bien comprendre la courbe IS, on va déterminer de quoi dépend la consommation des ménages, de quoi dépend l'investissement et de quoi dépendent les dépenses publiques. La consommation, comme nous avons vu, c'est une fonction du revenu national. Donc la consommation des ménages dans une économie nationale est égale à la propension marginale à consommer, on va le nommer petit c, fois notre revenu national qui est Y. Et là, on parle de revenu disponible, plus C0. C0, c'est ce qu'on appelle la consommation autonome. C'est-à-dire que c'est une consommation qui ne se base pas sur le revenu national, sur le revenu des ménages, mais se base sur autre chose, le patrimoine des ménages par exemple. Ce revenu disponible est égal au revenu des ménages moins les impôts et taxes. Et le petit c ici représente la propension marginale à consommer. C'est-à-dire quoi marginale? C'est-à-dire que si on augmente le revenu, on va dire la variation du revenu est de 1000 euros, si on donne 1000 euros supplémentaires aux ménages, c'est quoi la part qui va être consommée? Il y a petit c qui va être consommé, et petit c c'est une proportion donc est comprise entre 0 et 1, c'est un pourcentage, et ce qui reste, c'est-à-dire 1 moins petit c, va être épargné, égal à S. La question est la suivante, si j'augmente mon revenu national de 1000 euros, quelle est la proportion dans ce 1000 euros qui va être consommé? C'est le petit c. Et quelle est la proportion qui va être épargnée? Si je reviens à mon circuit économique, vous voyez ici les profits et les salaires, c'est le revenu national, c'est le PIB, c'est le produit intérieur brut. Ce revenu national va être utilisé de trois façons différentes. Vous avez la consommation, l'épargne et l'impôt et taxes. Alors, l'impôt et taxes, c'est une obligation, c'est des prélèvements obligatoires, donc on va les supprimer. On va analyser juste le revenu disponible après avoir payé l'impôt et taxes. Et ce revenu disponible va être utilisé forcément de deux manières, l'épargne et la consommation. Et la proportion marginale à consommer donne la proportion consacrée à la consommation de chaque euro supplémentaire. Si j'ai 1 euro ici de plus, cet euro-là va être, par exemple, si on suppose que la proportion marginale est de 0,8, eh bien 80 cents va être consommé et 20 cents va être épargné. C'est ça ce que ça veut dire, la proportion marginale à consommer. Alors, on va revenir à notre équation. Donc là, on voit clairement que si j'augmente le revenu disponible, la consommation va augmenter.
La consommation est une relation croissante du revenu disponible. Donc on va noter ici par rapport à C, il s'agit d'une fonction croissante du revenu disponible. On va mettre un petit plus pour dire que c'est une fonction croissante du revenu disponible. Maintenant, on va analyser le I, c'est-à-dire les investissements. De quoi dépendent les investissements des entreprises? Ça dépend principalement du taux d'intérêt. C'est une fonction de notre R, qui est le taux d'intérêt réel, et c'est une fonction décroissante, c'est-à-dire que ça dépend négativement du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt augmente, les investissements des entreprises vont baisser, et si le taux d'intérêt baisse, les investissements vont augmenter. Pour comprendre ça, il faut savoir c'est quoi la logique en fait d'un investissement. L'investissement, c'est quoi? En fait, c'est un ensemble de coûts. Vous allez acheter par exemple des machines, vous allez acheter de la matière première, vous allez payer des charges salariales, et tout ça c'est un investissement. Et à quoi on compare cet investissement? Ou bien, qu'est-ce qui fait que l'entrepreneur va engager ses coûts? C'est le fait de les comparer aux bénéfices futurs que cet investissement va générer. Donc, il s'agit de comparer des bénéfices dont la valeur se trouve dans le futur. Ces bénéfices doivent être comparés à un investissement engagé aujourd'hui. Donc, logiquement, pour comparer deux valeurs qui se trouvent à des dates différentes, il faut actualiser ces bénéfices. Il faut ramener ces bénéfices à la date d'aujourd'hui et comparer leurs valeurs pour savoir est-ce qu'il est avantageux d'engager cet investissement ou bien c'est préférable d'épargner ou bien de placer l'argent à la banque à un taux d'intérêt. Toute cette comparaison va se faire avec le taux d'intérêt. Si vous avez par exemple un investissement aujourd'hui de 1000 euros, et que vous estimez que cet investissement va générer 150 euros de bénéfices chaque année pendant 8 ans, par exemple. Eh bien, comment on fait la comparaison entre ces bénéfices et ce 1000 euros? On va actualiser ces bénéfices à la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on va calculer notre valeur actuelle nette. Et cette valeur actuelle nette va se baser sur le taux d'intérêt. C'est les bénéfices sur 1 plus le taux d'intérêt. Je vais prendre en considération le taux d'intérêt réel. On va comparer cette valeur avec l'investissement. Si cette valeur est supérieure à 0, alors notre investissement est rentable. Si cette valeur est inférieure à 0, alors notre projet n'est pas rentable. Dans cette relation, il faut que cette valeur-là soit la plus grande possible. Et vous voyez bien que si le R monte, cette valeur-là va être faible. Donc plus R monte, plus les investisseurs vont ralentir leur investissement. Il y a une relation inverse entre le taux d'intérêt et l'investissement. Ou bien on peut faire un autre raisonnement, c'est de dire par exemple que si notre taux d'intérêt est très élevé, eh bien ceux qui ont de l'argent vont préférer placer leur argent à la banque au lieu d'investir, puisque le taux d'intérêt va leur permettre d'avoir des sommes d'intérêt importantes. Et si le R est faible, dans ce cas, il y aura plus d'investissement, même à faible rentabilité. On espérait avoir des bénéfices qui dépasseraient ce qu'on obtiendrait en plaçant notre investissement à un taux d'intérêt faible. Il reste notre dernier élément qui est G, les dépenses publiques. Alors pour les dépenses publiques, c'est une variable exogène. Exogène, ça veut dire quoi exogène? Ça veut dire que ça ne dépend pas du système économique. La valeur de G est déterminée par des actions politiques qui sont à l'extérieur du système économique. Ça se décide au niveau politique. Donc c'est une variable exogène qui ne dépend pas des paramètres du système économique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est cette partie-là. Donc vous avez la consommation et l'investissement. La consommation, c'est une fonction croissante du revenu disponible et l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. L'équilibre est identifié par l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. L'offre globale, c'est Y, et la demande globale, c'est la consommation des ménages, l'investissement des entreprises et les dépenses publiques. Et cette courbe de IS n'est rien d'autre que la représentation de cette offre globale égale demande globale. L'offre globale, Y, est égale à la demande globale, la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques. Cette équation, on peut l'écrire de la manière suivante. On a la propension marginale à consommer, PTC, fois revenu disponible des ménages, plus la consommation autonome, ça c'est notre C, plus l'investissement, on a dit que l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt, on peut indiquer ça par un petit moins ici, plus les dépenses publiques. Alors, je vais supprimer pour le moment la courbe LM, ça ne nous intéresse pas pour le moment, on va garder juste cette courbe IS, et on va voir pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi cette courbe est décroissante. En fait, IS n'est rien d'autre que la représentation de cette équation-là, que je vais écrire proprement. Vous voyez que dans cette relation-là, on a deux variables. Vous avez le revenu et vous avez le taux d'intérêt R. Le reste, c'est des constantes. On a dit que les dépenses publiques, c'est exogène, c'est une donnée, et C0, c'est une constante. La propension marginale à consommer est une constante également. Tout le reste, dans cette équation, il y a deux variables. Donc, on peut représenter notre R en fonction de Y. Pour démontrer que la courbe IS est décroissante, on va prendre un taux d'intérêt n'importe, celui-là par exemple. Donc ici, on a un taux d'intérêt, on va le nommer R1. Ce R1 correspond à l'équilibre à cette production nationale, qu'on va nommer Y1. On va supposer que le taux d'intérêt baisse à R2. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'avec cette baisse du taux d'intérêt, est-ce que notre Y va croître ou bien va baisser? Pour savoir si Y va croître ou bien baisser, eh bien, on sait que la baisse du taux d'intérêt va faire croître l'investissement. On a dit que l'investissement dépend des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt baissent, l'investissement augmente. Et si les taux d'intérêt augmentent, l'investissement baisse. Alors, le fait d'augmenter l'investissement, bien sûr, on va avoir une demande globale qui va augmenter. Une demande globale qui monte, ce qui va avoir comme effet l'augmentation de la production nationale. Donc notre Y augmente. On va avoir un autre Y, donc notre Y va augmenter dans ce sens-là. Donc on va avoir un autre Y ici. Y2, qui correspond au taux d'intérêt R2. Ici, au contraire, on a le taux d'intérêt qui monte vers, on va dire, R3. À ce moment-là, la production va baisser, parce que l'augmentation des taux d'intérêt font baisser les investissements, ce qui va faire baisser la production. Donc on va avoir un autre taux d'intérêt ici, par exemple.
vous allez avoir Y3 à ce niveau-là. Donc si on rejoint tous ces points d'équilibre, on va avoir une droite, bien sûr, décroissante de IS. Je prends une nouvelle feuille, je vais dessiner ma courbe IS. Vous avez le revenu national Y sur l'axe des abscisses et vous avez le taux d'intérêt aux ordonnées. Je vais prendre une courbe IS qui a cette allure-là. Alors si je prends n'importe quel point dans cet espace-là, dans cet endroit-là, eh bien, vous allez remarquer que l'offre est insuffisante par rapport à la demande. Si je prends par exemple ce point-là, cette production Y n'est pas à l'équilibre. À l'équilibre, on devrait avoir cette production-là, Y étoile. Donc à ce point-là, on a une insuffisance d'offre, ou bien on peut dire aussi on a un excès de la demande. La demande est supérieure à l'offre. Donc toute cette zone-là représente un excès de la demande. Par contre, tout ce qui se trouve au-delà de cette courbe, on a plus d'offres que de demandes. Là, dans cette zone-là, si je prends n'importe quel point, si je prends un point ici, par exemple, on va voir qu'on dépasse le revenu d'équilibre. On a une offre supérieure à l'offre d'équilibre. Donc toute cette zone-là, on parle d'excès d'offres par rapport à la demande sur le marché des biens et services. Ça, c'est un premier point qu'il faut comprendre. Puis, il y a un deuxième point très intéressant à comprendre, c'est l'élasticité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt R. C'est-à-dire de combien la production ou bien le revenu national va varier si on fait varier le taux d'intérêt. C'est très important de comprendre cette sensibilité de IS par rapport au taux d'intérêt, c'est parce que c'est là que l'efficacité de la politique budgétaire va être importante ou pas. Et puis il y a aussi l'élasticité de la consommation par rapport au revenu. À ce niveau, on se demande si le revenu des ménages augmente, de combien la consommation va augmenter également. Dans ce cas, on s'intéresse à la sensibilité de la consommation par rapport à une augmentation de revenus. Et tout ça peut se voir par la position de la courbe IS. Si je prends cette combinaison R0 et Y0 et que je me demande avec la variation de R0 vers R1, si je baisse le taux d'intérêt de R0 jusqu'à R1, j'aurai quelle variation au niveau de la production nationale? Eh bien, j'aurai cette variation-là. Imaginez maintenant que l'investissement est très sensible à la variation des taux d'intérêt. C'est-à-dire que si on réduit le taux d'intérêt de R0 jusqu'à R1, on ne va pas avoir Y1, on va avoir plus d'investissement, plus de production nationale. On va se positionner par exemple ici. On va avoir ce Y1 au lieu de celui-là. Dans ce cas, on va avoir un autre point d'équilibre de IS qui se situe ici. Ce qui fait que IS va être plus horizontal dans ce sens-là. Donc la conclusion de cela, c'est que plus IS est horizontal, plus la sensibilité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt est très élevée. Et à l'inverse, si l'investissement ne réagit pas très bien à la variation du taux d'intérêt, on va avoir une courbe dans ce sens-là. Cela signifie par exemple que si je réduis mon taux d'intérêt de R0 à R1, eh bien, je vais avoir ce Y1 ici au lieu de celui-là. C'est-à-dire qu'on va avoir une petite production par rapport à cette variation des taux d'intérêt. Donc, en résumé, si on a une courbe IS à l'horizontale de cette manière, c'est que l'investissement est parfaitement inélastique au taux d'intérêt. C'est-à-dire, ça ne répond pas, pardon, c'est bien l'inverse, c'est parfaitement élastique dans ce sens-là. C'est-à-dire très sensible au taux d'intérêt. C'est un cas bien sûr imaginaire, poussé à l'extrême dans le modèle mathématique que présente ISLM. Dans cette situation, si je fais varier le taux d'intérêt avec une proportion infinitésimale, eh bien la variation de l'investissement va augmenter à l'infini. Et l'autre cas extrême, c'est le cas où IS est vertical dans ce sens-là. Dans cette présentation, l'investissement est parfaitement inélastique au taux d'intérêt. C'est-à-dire que même si je fais varier R de R0 jusqu'à R1 dans cette proportion-là, on resterait toujours sur le même niveau de production. L'investissement ne réagit pas à la variation des taux d'intérêt, on reste toujours au même niveau de production. On dit dans ce cas que l'investissement est parfaitement inélastique au taux d'intérêt. Maintenant, on va voir l'élasticité de la consommation par rapport à la production et son impact sur la présentation de la courbe IS. Je vais effacer tout ça. L'élasticité de la consommation par rapport au revenu, cela veut dire que si j'augmente mon revenu de cette quantité-là, eh bien cette variation de Y va avoir deux effets. Va avoir un effet sur la consommation et un effet sur l'épargne. L'effet sur la consommation peut être mesuré par ce qu'on appelle la propension à consommer, le petit c, et l'effet sur l'épargne, c'est la propension à épargner, on va le nommer petit s. Si on imagine par exemple la situation où cette propension à consommer est plus grande, eh bien cela va impacter le marché des capitaux. C'est-à-dire que sur le marché des capitaux, il y aurait plus d'offres d'argent que de demandes. Et quand on a plus d'offres sur un marché, le prix de l'argent baisse. Et le prix de l'argent n'est rien d'autre que le taux d'intérêt. C'est-à-dire que sur le marché des capitaux, au lieu d'avoir cette variation du taux d'intérêt, on va avoir une baisse très importante parce qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché des capitaux. Je vais avoir cette variation-là. Ce qui fait que cette augmentation de revenus va générer cette baisse du taux d'intérêt. R1 va être à cette position-là au lieu de l'autre. Ce qui va faire que la courbe IS va passer sur ce point-là. Dans ce cas, on va avoir une courbe plus horizontale dans ce sens. On peut en déduire que plus la variation de la consommation est très petite par rapport à la variation du revenu, la courbe IS prend une forme plutôt verticale. Et à l'inverse, si la variation de revenu génère une grande consommation des ménages, à ce moment-là, on va avoir une courbe IS qui est plus horizontale dans ce sens. On va voir maintenant comment on utilise le modèle ISLM dans le cadre de la politique budgétaire et la politique monétaire. La représentation graphique de ISLM est la suivante. On représente le revenu national sur l'axe des abscisses et le taux d'intérêt sur l'axe des ordonnées. La courbe LM est croissante et la courbe IS est décroissante. Et l'intersection entre les deux donne un point d'équilibre représenté par un revenu national Y étoile et un taux d'intérêt R étoile. Je vous rappelle que IS représente l'ensemble des équilibres sur le marché des biens et services. Vous avez le revenu national est égal à la consommation des ménages, plus l'investissement des entreprises, plus les dépenses publiques. La consommation, on a vu que ça représente une petite portion du revenu disponible plus une consommation autonome. Et le revenu disponible n'est rien d'autre que le revenu national moins l'impôt et taxes. Donc on peut écrire Y est égal à
la propension à consommer fois Y moins T, plus la consommation autonome, plus l'investissement qu'on peut exprimer en fonction du taux d'intérêt. Donc on a dit que l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. On peut mettre un signe moins pour désigner que c'est une fonction décroissante du taux d'intérêt, c'est-à-dire que quand le taux d'intérêt augmente, l'investissement diminue, plus notre G. Voilà en fait notre courbe IS qu'on vient de représenter ici. Donc cette courbe IS n'est rien d'autre que la représentation graphique de cette équation que vous avez ici, et c'est une équation à deux inconnus, Y et notre taux d'intérêt R. Je vais effacer tout ça, je vais garder que cette équation parce que c'est ça qui va permettre d'interpréter les politiques budgétaires et politiques monétaires, qu'on va voir juste après. Alors, on va faire pareil par rapport à LM. C'était quoi l'équation de LM qui permet cette représentation graphique? Je vous rappelle en fait que LM, c'est la représentation de l'ensemble des points d'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc on a l'équilibre entre l'offre de la monnaie et la demande de la monnaie, qu'on peut désigner par simplement L. Alors, l'offre de la monnaie, je vous avais expliqué que c'est une donnée exogène, c'est quelque chose de connu, déterminé par la Banque centrale. Alors, on a une demande de monnaie L1 qui est fonction du revenu national, et cette demande de monnaie est motivée par le motif de transaction et de précaution. Et puis vous avez une autre demande de monnaie, L2, qui est fonction du taux d'intérêt, et qui dépend des taux d'intérêt négativement. Et cette demande de monnaie est motivée par la spéculation. Plus le taux d'intérêt augmente, plus on va acheter des titres et on va détenir moins de liquidité, c'est-à-dire qu'on aura moins besoin d'argent liquide. Et à l'inverse, quand le taux d'intérêt baisse, eh bien, notre demande de monnaie pour motif de spéculation augmente. Là, on a notre offre de monnaie. On peut très bien ajouter L0, c'est-à-dire une demande de monnaie pour d'autres motifs que le motif de transaction, de précaution et de spéculation. Mais cette L0 n'ajoute rien à notre analyse, donc je préfère garder juste une équation simplifiée de cette manière. Je vais effacer ça, je garde que l'équation. C'est cette équation-là qui va nous permettre d'interpréter les politiques budgétaires et monétaires. On va voir de quelle manière. En fait, l'intersection entre les deux courbes IS et LM n'est rien d'autre que la résolution de ces deux équations, de ce système d'équations représenté par l'équation de LM et l'équation de IS. Je vais indiquer un petit plus ici pour dire que la demande de monnaie pour motif de transaction est une fonction croissante du revenu. C'est-à-dire que quand le revenu national augmente, eh bien la demande pour motif de transaction augmente également. Le but en fait des politiques monétaires et politiques budgétaires, c'est d'avoir le maximum de revenus ici, le maximum de Y. Et pour avoir plus d'Y, on doit déplacer notre revenu national dans ce sens le plus loin possible. Comment on peut voir ça par rapport aux courbes IS et LM? Eh bien, par rapport à IS, il faut que la courbe IS se déplace dans ce sens-là. Il faut augmenter le revenu national. Pour que le revenu national augmente, il faut que cette courbe IS se déplace dans ce sens. Et avoir un autre point d'équilibre, ici par exemple, qui donnerait un niveau de production plus grand ici. Par rapport à LM, pour avoir plus de production, eh bien, il faut que cette courbe de LM se déplace dans ce sens-là. Il faut avoir une autre courbe très loin ici, qui donnerait un autre point d'équilibre et une autre production nationale plus élevée. Alors, de quelle manière ces courbes peuvent se déplacer? Eh bien, en engageant des politiques budgétaires et monétaires. Par rapport à la politique budgétaire, on agit plus sur IS, et la politique monétaire essaye d'agir sur la courbe LM. On va prendre le cas de la politique budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire, la politique budgétaire? La politique budgétaire, c'est le fait d'agir sur deux éléments. Vous avez les dépenses publiques, moins l'impôt et taxes. Le T, c'est les ressources de l'État, c'est les prélèvements obligatoires, c'est les impôts, les taxes. Et G, c'est les dépenses publiques. L'État, par exemple, va construire des écoles, des routes, des hôpitaux, etc. Tout ça, c'est des dépenses publiques. Alors, on peut agir sur ces deux éléments. Si on veut avoir une politique de relance économique, on va soit augmenter notre G, dépenses publiques, ou bien on va diminuer l'impôt pour encourager la consommation. Ces deux actions-là ont comme objectif d'augmenter notre production nationale, et donc d'aller dans ce sens pour le graphique. Pourquoi? Parce que la production nationale n'est rien d'autre que la consommation, l'investissement et les dépenses publiques. Si on augmente les dépenses publiques, le revenu va augmenter. Le revenu national va augmenter, et peut-être même que ça va augmenter plus que proportionnellement par rapport à l'augmentation des dépenses publiques, par un effet multiplicateur. Et si on réduit l'impôt, eh bien on permet aux consommateurs d'avoir un revenu disponible plus grand, donc consommer davantage. Je vais revenir à mon graphique. Imaginez que l'État augmente par exemple les dépenses publiques au travers de la politique budgétaire, donc on a plus de G ici, donc plus de revenus, ce qui va faire comme effet sur la courbe IS de la déplacer dans ce sens-là. Et donc on va avoir en fait un autre revenu national ici. On va avoir ce revenu national ici qu'on va nommer Y0. Alors ce Y0 est obtenu sans tenir compte de ce qui se passe sur le marché monétaire. Alors si je viens à mes équations ici, le fait d'augmenter les dépenses publiques, notre Y va augmenter. Y, ça représente le revenu national. Et si le revenu national, ou bien le PIB, la production à l'intérieur d'un pays augmente, les ménages auront besoin de plus de liquidités pour acheter ce qui est offert sur le marché. Donc on va avoir à la suite de cette politique budgétaire une augmentation de la demande de monnaie pour des motifs de transaction. Mais comme l'offre de monnaie reste stable, parce que c'est la Banque centrale qui décide de la masse monétaire en circulation, pour établir l'équilibre sur le marché monétaire, donc on va avoir une augmentation du taux d'intérêt, donc on va avoir une diminution de la demande de monnaie pour des motifs de spéculation. C'est bien ce qui va permettre de garder l'équilibre entre l'offre de monnaie et la demande de monnaie. C'est tout à fait logique, si on a une augmentation ici de L1, on devrait avoir une même diminution ici
de L2. Et cette diminution va être provoquée par une augmentation des taux d'intérêt. Et comment voir ça sur le graphique? Vous voyez ici, en fait, au lieu d'aller jusqu'à Y0 ici et avoir cette production nationale, on va avoir un effet retour, donc une augmentation du taux d'intérêt ici. On va donc avoir un effet retour ici pour revenir à l'équilibre sur la courbe LM. Ce qui va donner un autre point d'équilibre et une autre production nationale moins importante que celle qu'on aurait pu avoir s'il n'y a que la courbe IS. Donc là, on va avoir une autre production nationale moins importante que Y0. Et ce mécanisme s'appelle effet d'évection. Donc là, on a ce qu'on appelle un effet d'évection. Au travers de cette illustration, à votre avis, dans quelle situation la politique budgétaire sera tellement efficace, sera parfaitement efficace? C'est dans le cas où LM, en fait, prend la forme horizontale de cette manière. Alors, ça signifie quoi, cette illustration d'LM? Ça signifie que LM est parfaitement élastique par rapport au taux d'intérêt. Et puis, il y a une autre situation où la politique budgétaire est parfaitement efficace, c'est dans la situation où la courbe IS est parfaitement inélastique par rapport au taux d'intérêt. L'augmentation des dépenses publiques va faire déplacer notre courbe IS dans ce sens. On va avoir une autre courbe IS ici, et on va avoir une forte augmentation du taux d'intérêt jusqu'à ce point-là. Ça, c'est les deux situations où la politique budgétaire est efficace. On se pose la question maintenant, c'est dans quelle situation la politique budgétaire n'est pas efficace? Eh bien, c'est la situation inverse. La politique budgétaire n'est pas efficace dans le cas où on a une courbe LM insensible au taux d'intérêt. Il n'y a aucun effet du taux d'intérêt sur la courbe LM, ou bien dans le cas où on a une courbe IS horizontale. Voilà, mais ces deux représentations sont poussées à l'extrême. Le cas qu'on peut retenir, c'est quand on a une représentation normale de IS et LM de cette manière, et que la politique budgétaire fait déplacer notre courbe IS, et au lieu d'avoir ce point-là, Y0, on va avoir un effet d'évection, un effet retour, et on va se retrouver avec une autre production nationale ici. C'est ça qu'il faut retenir. Et cet effet retour, en fait, ça se passe avec ces équations. On a une interaction avec ces deux équations jusqu'à trouver le point d'équilibre.